Il y a quelques années, des réflexions ont été menées par des dirigeants politiques, des professionnels, des spécialistes de la formation, des bailleurs de fonds, des experts internationaux pour repenser le système éducatif afin de rendre l'école plus rentable et plus adéquate aux besoins de l'environnement. À l'école Seydou Kane, comme dans tous les autres établissements primaires du Sénégal, on passe d'une entrée par les contenus pour une approche par les compétences. Cette nouvelle planification permet de promouvoir de nouveaux types d'hommes pour les élèves et des objectifs à atteindre pour les enseignants. Il a été retenu au Sénégal l'approche par les compétences. Et qui dit approche par les compétences, donc dit effectivement révolution dans la manière de concevoir l'enseignement et dans la manière de concevoir les manuels et les supports didactiques. Donc l'élève qui est en classe fait des activités et on évalue ces activités. Donc c'est ainsi que dans la planification des apprentissages, on parle d'apprentissage. Parce que l'éducation, elle est globale. Donc l'élève peut être faible dans tel domaine, mais avoir des compétences dans un autre domaine. Donc l'école est là pour essayer de déceler les compétences de l'enfant. La réforme scolaire, c'est donc une adaptation dans les termes et le vocable utilisés. On passe de Ami et Rémi pour Marie et Madi. On parle de domaine de compétences. De nouvelles appellations font également leur parution, comme vivre dans son milieu, art plastique, art scénique ou encore la communication sous toutes ses formes. Communication orale, communication écrite, production. Dans le domaine de langue et communication, donc nous avons communication écrite, nous avons production d'écrit. Au début, on parlait de calcul. On parle maintenant de domaine mathématique. Dans le domaine mathématique, donc l'élève, au lieu de dire géométrie, on dit activité de géométrie. Ou bien activité on disait arithmétique, maintenant on dit activité de numération. On avait par exemple, pour le troisième domaine, éducation à la science et à la vie sociale, on a éducation au développement durable et éducation à la science et à la vie sociale. Donc c'est ces domaines-là, c'est ces sous-domaines-là qu'on a maintenant. Avec l'approche par les compétences, la dynamique de l'école change. D'abord perçue comme un lieu de transmission de savoir et de développement de capacités intellectuelles très générales, l'école se soucie plus aujourd'hui de la dialectique, situation, problème de la vie courante. Chaque année, le Sénégal enregistre des pertes en vie humaine à cause des accidents de la route. Selon ce régulateur de bus, les nombreuses surcharges sont à l'origine de ces accidents. D'abord, les chauffeurs sont là. Après avoir pris leur départ en gare routière, ils se précipitent en arrivée tôt. Personne ne cède pas à son compagnon. On compte toujours sur le premier arrivé. Raison pour laquelle, mais aussi, il y a aussi des surcharges. Comme c'est Gamo, on profite, c'est là-bas qu'on fait pour tirer notre gain. Raison pour laquelle les chauffeurs parfois arrivent à commettre certaines bêtises. Mais aussi, il y a certains qui n'ont pas de permis. On donne à quelqu'un, bien assez de permis, on donne à quelqu'un, comme il sait conduire, on ne maîtrise pas le code de la route. Raison pour laquelle les accidents, ça se met. À en croire Paul Pascal da Silva, l'instauration du permis à points est la solution adéquate pour éviter la récurrence de ces accidents. Il faut qu'on trouve une solution. La solution, s'il c'est que ça la solution, ça va marcher. On n'a qu'à partir avec parce que les causes sont multiples. Oui, on sanctionne. Parfois, on peut retenir le permis de conduire pendant 6 mois, 6 à 4 mois au commissariat, sans le remettre à ce chauffeur s'il reste 6 mois en chômage. La prochaine fois, il prendra soin de ses responsabilités quand même. Malgré le renforcement des agents de sécurité dans la circulation, le Sénégal continue d'enregistrer chaque jour des accidents mortels. Ainsi, faut-il pas que les acteurs de la route s'engagent davantage dans la lutte contre ces accidents mortels? À l'image des autres régions, celle de Ziguinchor connaît effectivement des difficultés dans le cadre de la gestion de la menuiserie de bois. De toutes sortes, je dirais. Le
Le problème le plus crucial aujourd'hui, c'est l'accès au bois. Parce que bizarrement, autant la région de Ziguinchor est sur le plan naturel et géographique dotée en massif forestier, autant les menuisiers éprouvent beaucoup de difficultés aujourd'hui à accéder au bois d'œuvre. Vu les situations difficiles que vivent les menuisiers, le premier point sur lequel nous avons mis notre accent, c'est le perfectionnement technique. Nous avons, dans le cadre du lancement du mobilier national, créé une formation en mobilier national, à l'occasion duquel nous avons sélectionné dans tous les 3 départements de la région de Ziguinchor 41 menuisiers qui, pendant 20 jours, ont fait une formation appuyée par la direction de l'artisanat, par les 3 FPT et par une ONG belge appelée Exchange. Dans le cadre du financement, la Chambre de métier a mis en place ce qu'on appelle la mutuelle de crédit, d'épargne et de garantie des artisans, qui est logée au niveau de la Chambre de métier, pour que les artisans, dans le cadre de la recherche de leurs fonds, puissent venir en discuter avec les organes de cette mutuelle et acquérir là un petit appui. Dans le cadre maintenant de l'accès au marché, la Chambre de métier organise des petites foires et fait participer des artisans pour que ce qui a été produit par les artisans locaux puisse trouver acquéreur lors de ces cérémonies, de ces manifestations commerciales. À l'ouest d'Alep, des bus bondés font escale dans un camp monté par la Croix-Rouge. Des milliers de personnes ont été évacuées ce jeudi des dernières poches rebelles d'Alep, après la signature d'un accord entre les insurgés et le régime syrien. L'ONU estime à 40 000 le nombre de civils toujours présents dans les quartiers en ruine d'Alep-Est. Leur évacuation pourrait durer plusieurs jours. Selon l'accord, les civils et combattants doivent être déplacés vers l'ouest, dans la province d'Idlib, dernière place forte des insurgés. Les convois sont escortés par le Comité international de la Croix-Rouge et les Croissants rouges syriens et turcs. Nous travaillons avec le Croissant rouge syrien à évacuer les blessés, explique le président du Croissant rouge turc. Nous avons des installations à Idlib et sur le territoire turc. Des places attendent dans les hôpitaux. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce vendredi à la demande de la France sur le déploiement d'observateurs internationaux sur place et le soutien humanitaire. Dans le même temps, le conflit syrien qui a fait plus de 310 000 victimes en 5 ans et demi continue. On témoigne la reprise il y a une semaine de la ville de Palmyre par l'État islamique. Après la CIA et le FBI, c'est la Maison-Blanche qui accuse frontalement le Kremlin d'avoir favorisé l'élection de Donald Trump. Moscou est soupçonné d'avoir piraté et publié des milliers d'emails de personnalités démocrates pendant la campagne. Un mois avant la passation de pouvoir, Barack Obama a annoncé des représailles dans un entretien à la radio NPR. Nous devons prendre des mesures et nous les prendrons au moment et à l'endroit que nous choisirons. Certaines pourront être explicites et publiques, d'autres ne le seront peut-être pas. Mais M. Poutine est parfaitement au courant de mon ressenti sur le sujet, car je lui en ai déjà parlé directement. Peu après le vote du 8 novembre, un rapport de la CIA accusait directement la Russie, ce qu'avait fait Barack Obama un mois avant l'élection en se basant sur des rapports antérieurs. En cause, des dizaines de milliers d'emails de responsables démocrates et de proches de Clinton, piratés puis publiés pendant la campagne, certains discréditant la candidate. Moscou comme Donald Trump ont rejeté ces accusations. Plusieurs enquêtes parlementaires vont être lancées. Fermer tous les camps de déplacés d'ici mai 2017, c'est l'objectif que s'est fixé un gouverneur nigérian. 7 années de conflits ont dévasté le nord-est du Nigeria et dans l'état de Borno, épicentre de l'insurrection islamiste de Boko Haram, le gouverneur Kashim Shettima estime qu'il sera bientôt temps pour des centaines de milliers de déplacés de rentrer chez eux. Ces camps ont beaucoup de difficultés. Nous avons des problèmes avec les mariages précoces, la prostitution, les excès de drogue, les gangsters. Si nous laissons ces camps se retrancher, nous aurons un autre Calais entre nos mains. Nous aurons une autre crise de réfugiés de Dadaab entre nos mains. Les camps de déplacés au Nigeria sont souvent le théâtre de nombreux problèmes. Il y a quelques semaines, l'ONG Human Rights Watch avait révélé que des femmes vivant dans ces camps avaient été violées par des responsables de la police nigériane. En février dernier, un double attentat suicide dans un camp avait causé la mort de 58 personnes. Mais le retour des déplacés chez eux est lui aussi compliqué par les attaques des terroristes de Boko Haram qui continuent de sévir au nord-est du pays.